C'est un des rares endroits du monde où toutes les civilisations se sont rencontrées. Vous avez des influences évidemment occidentales, chinoises, hindouistes, bouddhistes, moyen-orientales avec l'islam. C'est-à-dire tout ce qui compte comme civilisation dans le monde aujourd'hui s'est croisé à Java. En particulier, Java, c'est le cœur de l'Indonésie. Et les Indonésiens, ils sont un peu tout ça. « 17 508 îles, des cultures très nombreuses, un nombre de langues qu'on n'a jamais pu compter exactement, qui est entre 500 et 600, des cultures extrêmement variées, en même temps une unité quand même, c'est le monde malais, il y a quelque chose de commun qui réunit ces peuples, qui n'est pas dû simplement au hasard de la colonisation. Le travail est une façon de progresser dans la vie, donc c'est une énorme satisfaction de voir que les gens travaillent en étant conscients qu'ils vont arriver à améliorer leurs conditions pour eux-mêmes et pour leur famille. Souvent, pourquoi le travail ne se rend pas facile, c'est parce que chacun ne connaît pas qui ils sont. Donc, ils veulent tout de suite un contrat, ils veulent tout de suite aller au problème de travail. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi nous. C'est une ambiance de travail qui fait qu'on se sent bien une fois qu'on a acquis la confiance de tout le monde. Ce sont des gens qu'on trouve calmes, et puis tout à coup ils vont nous faire un coup d'amok, donc ils vont rentrer dans une sorte de furie qu'on ne va pas comprendre. Et ça peut arriver au coin de la rue. Les Indonésiens sont des gens qui ne savent pas nous dire non. Et donc on croira avoir une réponse positive alors qu'en fait on aura une réponse négative. Les Français apprécient généralement chez les Indonésiens une certaine bonhomie, une nonchalance au quotidien, beaucoup de sympathie, un sens de l'humour qui est curieusement assez proche du sens de l'humour français. D'un autre côté, les reproches qu'on entend parfois chez les expatriés français, c'est une certaine lenteur dans l'exécution des tâches, une inertie administrative importante. Les Indonésiens sont très sensibles à ce que j'appelle le fair play, l'égalité. C'est-à-dire s'il y a une règle, elle est valable pour tout le monde. Les Français trouvent aussi que les Indonésiens ne sont pas directs, ils ne veulent pas dire devant eux leurs sentiments. Pas tout de suite s'ils sont contents, s'ils ne sont pas contents, parce que chez nous, on est plutôt timide, même entre nous, on garde entre nous, et après le problème, c'est on se dit derrière. Bien sûr, comme tout le monde, ils ont des défauts. La première chose, peut-être un peu un manque d'ambition. Ça, c'est très difficile de trouver des gens qui ont envie vraiment d'aller très 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 loin. Ça se traduit par le fait que la notion de progrès est très difficile à inculquer. Pourquoi faire mieux? C'est un pays avec une structure sociale très marquée. Bon, il y a le patron, je dirais, c'est une structure très hiérarchisée. Et quelquefois, je reproche un peu trop d'une attitude d'humilité de certains subalternes. Parce que vous êtes le patron, à la limite, il rase les murs, ou on s'incline devant vous. Ce sont des choses qu'on arrive à faire changer. Mais c'est quand même quelque chose qui me gêne un peu. Les Indonésiens sont très famille. On travaille dans une grande maison, mais c'est quand même une famille. C'est vrai, donc comment dire ça, la hiérarchie ici, bon, mon boss, mon supérieur, et c'est comme un père dans une entreprise. Une difficulté pour les Français travaillant en Indonésie, c'est d'accepter de faire ouvertement du paternalisme, tel qu'on l'entendait à la fin du XIXe siècle. Le chef doit faire honneur à la famille. Donc il faut que le responsable de l'entreprise tienne son rang à l'intérieur de l'entreprise, mais vis-à-vis de l'extérieur. Donc il est possible qu'on vienne voir un patron en lui disant « Vous avez une belle voiture, mais elle n'est pas assez belle par rapport à celle de nos concurrents, à celle du patron de nos concurrents. » Et donc on a des droits et des responsabilités qui diffèrent de la responsabilité d'un chef d'entreprise en Occident et en particulier en France. On ne peut pas traiter le personnel de la même façon. On doit le traiter comme on traiterait ses enfants, ses petits-enfants, ses neveux ou ses petits-neveux, à la fois avec une forme de respect plus grande, un autoritarisme plus faible, mais en même temps, on doit être considéré par l'ensemble du personnel comme le patriarche. A contrario, si on n'est pas dans cette position du patriarche, la famille n'existera pas ou la famille essaiera de se trouver un autre patriarche. Il y a deux situations possibles. Soit le personnel quitte
l'entreprise pour chercher une entreprise qui soit une famille. Et en général, lorsqu'une partie du personnel part, l'autre partie a tendance à suivre, puisque ce sont des groupes à l'intérieur de la famille, de la grande famille, qui s'en vont, et ce n'est pas un individu qui quitte l'entreprise. La deuxième chose, c'est qu'il y ait une hiérarchie parallèle qui s'instaure et qu'il y ait des objectifs différents des objectifs de l'entreprise elle-même. La rémunération passe par autre chose que des éléments monétaires. Et ça peut être des éléments de reconnaissance ou ça peut être des avantages en nature. À la limite, selon les populations avec lesquelles on travaille, un sac de riz à la fin du mois ou à la fin de la semaine sera peut-être mieux vu qu'une augmentation de salaire. Ou qu'un nouveau téléphone portable ou que des choses comme ça. Donc c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Une autre chose qu'on a du mal à comprendre, c'est que la vie privée fait partie de la vie dans l'entreprise. Demander à quelqu'un comment va son conjoint, vont les enfants, est tout à fait normal en Indonésie. Ne pas lui demander, c'est ne pas s'intéresser à lui. Or, en France, on a exactement la position inverse. Donc il y a quelques difficultés à trouver le juste milieu. Demander à une femme si elle est enceinte au moment où on l'embauche, c'est tout à fait normal. C'est s'intéresser à elle, c'est s'intéresser à sa famille. Alors, autre conséquence de cette logique famille et patriarche, c'est que le patriarche français, qui émet beaucoup d'idées qui sont pour lui des réflexions, sont considérées comme des décisions de la part de l'ensemble de la famille. Donc la famille va exécuter ce qui, pour un manager ou pour un cadre français, ne sera qu'une réflexion à voix haute. Et donc il faut être avare de sa parole et savoir parler ou réfléchir à bon escient et surtout pas à voix haute en face du personnel indonésien. Un grand défaut indonésien, c'est le manque de ponctualité et surtout de respect des engagements. Alors vous prenez un rendez-vous avec quelqu'un, 2 heures avant, on annule. Vous organisez un déjeuner avec une équipe, un membre de cabinet et son équipe, une demi-heure avant, mais on annule. Chez nous, on dit souvent que les Indonésiens, ce qui est connu en Indonésie, c'est l'heure élastique. On n'est jamais à l'heure. On donne un rendez-vous à 13h. Si on arrive à 13h30, ben, c'est pas grave. Il faut être à l'heure, mais en même temps, c'est toléré. Donc, c'est parfait pour les Indonésiens parce que les Indonésiens adorent être un petit peu en retard. Ils sont assez rapidement rassasiés ou contents de ce qu'ils ont. Par exemple, bon, il travaille, bon, il est chef d'entreprise, il sait qu'il peut agrandir son entreprise, mais il prend son temps parce qu'il se sent bien. C'est-à-dire que, bon, voilà, j'ai assez d'ouvriers, ils gagnent bien leur salaire, mon entreprise marche très bien, ma famille va bien. Donc, pour agrandir, ben, j'aurai le temps. Dans l'esprit des Indonésiens, on a le temps. Laisse-nous vivre. Je ne crois pas que le jugement, les Occidentaux vers les Indonésiens, c'est juste. Non, ce n'est pas juste. Il y a beaucoup d'Indonésiens qui considèrent qu'on les prend pour des fainéants. À la fois sur des remarques directes qu'on peut leur faire, et à la fois sur un mode de fonctionnement qui tend en Indonésie à privilégier l'encadrement chinois, considéré plus efficace, plus occidentalité. Alors, il y a une part de vérité, mais il y a une part culturelle forte. La part de vérité, c'est qu'on cherche l'efficacité. Or, l'efficacité, on l'aura plus facilement ou plus directement avec un Chinois qu'avec un Indonésien. Et puis, il y a une part culturelle. Les Indonésiens ont une autre logique, un autre mode de fonctionnement. Si on a à faire diriger une équipe indonésienne, il vaut mieux avoir un responsable indonésien, dans la mesure où culturellement, il aura beaucoup plus de capacité à comprendre tous les sous-entendus du fonctionnement du groupe, avec une limite qui est avoir un contrôle relativement strict sur ce responsable indonésien. Si on ne fait pas ça, on met un responsable chinois ou un responsable occidental, et donc il y aura toute une part de non-dit qui se reflètera par des déviances par rapport au fonctionnement normal de l'équipe. Déviances pouvant être un turnover important, pouvant être des absences répétées, pouvant être tout un tas de choses comme ça, du copinage. La logique de la famille va se mettre en place au niveau du groupe,
mais contre l'intérêt global de l'entreprise. On dit parfois c'est le premier pays musulman du monde. C'est faux, c'est pas un pays musulman, c'est un pays multi-religieux. 5 religions sont admises et c'est un pays déiste. La seule chose qui est interdite, c'est de ne pas avoir de religion. Mais on peut avoir la religion monothéiste qu'on veut et même on peut être aussi hindouiste et bouddhiste. Malgré donc cette tolérance qui est inscrite dans la Constitution, on a l'impression que les attitudes se cristallisent un petit peu et ça c'est allé de pair de façon absolument évidente avec la crise économique. Ce n'est pas un islam, comment dire ça, intégrisme, ou un islam fermé, parce que les Indonésiens ne veulent pas ça. Il y a une période à laquelle il faut faire attention, c'est le ramadan, bien sûr. Là, il faut respecter, il faut tenir compte que certains n'avalent même pas leur salive, donc on évite de boire de l'eau, même quand on a très chaud devant eux. Mais tout ça, ça se fait très bien. N'oublions pas, c'est un pays qui, fondamentalement, veut éviter les conflits. Les hommes sont plus importants, a priori. Mais dans la réalité, on s'aperçoit que très souvent, ce sont quand même les femmes qui tiennent le cordon de la bourse. Et étonnamment, il y a beaucoup de femmes qui travaillent et qui n'ont aucune difficulté à avoir des subalternes hommes. Il est clair que dans le milieu industriel, les principaux cadres, ce sont des hommes. Ça se comprend. Mais dès que vous sortez du milieu industriel, que vous soyez dans le marketing, dans le commercial, dans la gestion, dans la finance, vous avez des femmes avec de très bons diplômes et qui ont un caractère suffisant pour se faire respecter et travailler même très correctement avec les hommes. Les femmes sont tellement modernes que bon, ils peuvent travailler comme on veut. On a un statut social aussi élevé que les hommes. Pour vous dire ça, on peut devenir chef d'entreprise facilement, il n'y a pas de problème. On peut aller faire des études, la même chose que les hommes. De façon très surprenante d'ailleurs à Sumatra, c'était toujours les femmes qui s'approchaient de nous pour demander qui nous étions, pour commencer à établir le contact, le dialogue, et après les hommes venaient. La culture javanaise, la culture de Java Ouest aussi, qui est très riche, est en train de s'étioler un petit peu, de se faner, et vous assistez à une sorte d'affrontement en termes d'influence, je ne parle pas d'affrontement militaire, un affrontement en termes d'influence économique et culturelle entre l'Occident et, on va dire, le Moyen-Orient. Et vous avez des gens qui se radicalisent un petit peu, qui se voient par exemple dans le vêtement, qui se radicalisent un petit peu en choisissant, on va dire, le camp occidental. Ça va être le nombril à l'air pour les jeunes filles de la bourgeoisie de Jakarta, les voyages chez le coiffeur à Singapour. Et puis vous aurez en face des gens qui se radicalisent un petit peu en se grimant, en se costumant en moyen-orientaux, avec des djellabas, des barbichettes et tout un folklore qui n'est rien d'autre que de la surface. On s'approprie les attributs extérieurs de ce qu'on croit être la religion musulmane, qui est en fait une vision plutôt saoudienne, et même wahhabite, de la secte dominante en Arabie Saoudite. Les Saoudiens ont identifié l'Indonésie comme une nouvelle frontière, comme un énorme réservoir de musulmans qui sont un peu désorientés en ce moment. Et l'argent, il y a un véritable fleuve d'argent qui coule d'Arabie Saoudite vers l'Indonésie en particulier, et qui malheureusement ne va pas vers des projets de développement, des pêcheries ou de la formation, mais qui va exclusivement vers des mosquées, des écoles coraniques. L'homme de la rue est fondamentalement hostile à la violence et 99,99% des musulmans en Indonésie sont des gens qui n'ont absolument rien contre les Occidentaux et qui ont même une excellente opinion des Occidentaux, qui préfèrent avoir affaire à un Occidental plutôt qu'à un Japonais ou à un Chinois. Pourquoi les Japonais? Parce que les Japonais, en 4 ans d'occupation pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont laissé plus de mauvais souvenirs que les Néerlandais en 350 ans. Ils sont arrogants parce qu'ils sont riches, ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent jeté par la fenêtre, ça c'est sûr, sans limite. Et que les Indonésiens n'ont pas. En Malaisie, ils sont à peu près, je crois, un tiers.
alors qu'en Indonésie, on a, je crois, que 4 ou 5% de Chinois, qui néanmoins donc, cristallisent autour d'eux certaines réactions qui sont parfois des réactions, je ne peux pas dire racistes, parce que les Chinois sont depuis tellement longtemps en Indonésie, depuis Gengis Khan, il y a des communautés chinoises en Indonésie qui ont fait beaucoup pour développer d'ailleurs l'économie de l'Indonésie, tout le monde le reconnaît. Ce serait plutôt, ce n'est pas du racisme, ce serait plutôt de la jalousie. Avant, les Chinois, ils ont beaucoup plus privilégiés par rapport aux Indonésiens. Donc eux, pendant que nous, les Indonésiens, sortent de la colonisation, eux, ils sont déjà diplômés. Donc normal que c'est eux, ils ont plus de diplômes avec nous. On dit, oui, les Chinois achètent les services de sorciers, c'est pour ça qu'ils s'enrichissent très vite. D'autres, bon, donc plus raisonnables, disent en fait c'est qu'ils travaillent beaucoup trop, ces gens-là, ils ne s'occupent pas de leur famille, ils travaillent au-delà du raisonnable, alors que nous les Indonésiens, quand on a assez d'argent pour élever notre famille et pour vivre confortablement, on s'arrête. Mais il y a aussi des Indonésiens riches, aussi riches que les Chinois. Mais par contre, eux, ils ne se comportent pas comme ça avec les Indonésiens. Ils se comportent normalement. En Indonésie, quand les gens sont riches, ils sont très riches. Et là, excusez-moi de mots, ça pue l'argent. Et ça, c'est vraiment très désagréable. C'est vraiment quelque chose qui m'a profondément choqué. Parce que souvent, c'est de l'argent qui est fait dans des affaires, bon, etc. Et puis, ils étalent. Donc on a beaucoup de mal à cerner ces gens-là, de même qu'ils ont beaucoup de mal à nous cerner avec nos décisions péremptoires et nos prises de position claires et définitives qui changeront le lendemain parce que finalement on a réfléchi et on va décider autre chose. L'image qu'ont les Indonésiens des Occidentaux est assez paradoxale parce que 350 ans de colonisation néerlandaise ne semblent pas avoir laissé de la moindre rancune chez les Indonésiens. Il est difficile de dire pourquoi, peut-être parce que c'est un archipel, donc les frontières actuelles de l'Indonésie sont quand même dues, il faut l'avouer, en partie au hasard de l'histoire coloniale, même s'il y avait déjà une unité dans le monde malais autrefois. Les Indonésiens, ils ne savent pas différencier entre les Français et les autres blancs. Donc, en général, d'abord, ils pensent que les étrangers, les touristes, par exemple, sont des Américains. Les Indonésiens ne comprennent pas la façon dont on travaille et le temps qu'on passe au bureau. Les Français sont des gens qui donnent l'impression de passer énormément de temps sans que les Indonésiens sachent vraiment pourquoi. Donc nous sommes une curiosité, y compris par rapport aux anglo-saxons, qui passent moins de temps que nous, et donc qui donnent une impression de plus d'efficacité. Ils sont plutôt cool, assez cool, c'est-à-dire que bon, les heures de travail, ils ont le temps de le faire. C'est un petit peu comme les Indonésiens. Donc dans ce côté-là, les Indonésiens et les Français s'entendent très bien. L'image des Français, plutôt, c'est la mode, le parfum et Paris, pas plus que ça. La technologie française n'est pas connue du tout, ou bien si des gens ont entendu parler de l'Airbus ou d'autres belles réussites technologiques françaises, on ne les associe pas forcément à la France. On sait à peu près que ça vient d'Europe. Les entreprises françaises en Indonésie, pour l'homme de la rue, sont peu visibles, avec une exception notable qui est celle de Carrefour. Carrefour qu'on appelle le Raksasa, c'est-à-dire le géant, l'ogre. Il a mangé tout ce qui existait comme grande surface locale. Il a damé le pion à d'autres concurrents étrangers. La politesse est très importante, très importante à Java, alors que ici, souvent devant le public, j'ai entendu quelque chose, peut-être on pense que je n'ai pas compris, mais des gros mots facilement. Vous perdez la patience et puis ça commence à vous énerver facilement. Et de temps en temps, j'ai regardé aussi des parents qui comment on dit, qui frappent leurs enfants et ça m'a choqué. Les Français sont parfois aussi réservés. Aussi, donc le lien amical entre eux, ça se fait pas comme ça, tout de suite, non, parce que vous gardez bien la vie privée, vous êtes discret, etc. Alors que nous, on peut se parler de la vie privée comme ça facilement, on est plus ouvert. On est beaucoup plus ouvert que vous. Beaucoup de femmes qui disent que les Français, les hommes sont romantiques. Parce que chez vous, plutôt, c'est
ladies first, on dit, c'est la femme d'abord, alors que chez nous, non. Chez nous, c'est les hommes d'abord et après, c'est la femme. Donc, et une chose aussi, c'est chez nous, on n'est pas direct, donc on ne vous dit pas directement vos sentiments. Donc, alors que chez vous, vous êtes plutôt direct. Ce qui me frappe quand je rentre d'Indonésie en France, c'est la froideur des gens ici. Déjà en arrivant à l'aéroport, les gens ne sourient plus. On voit que c'est fermé. Peut-être à cause du climat aussi, hein, parce que bon, là-bas c'est chaud, donc tout le monde est content, tout le monde est léger. Ici c'est froid, donc on met le manteau, on se ferme, la maison tout est fermé. Beaucoup d'efforts pour entrer vraiment dans la relation personnelle, au travail avec les Français. Et donc après long séjour en Indonésie, quelquefois c'est une douche froide. C'est pas seulement la communication, mais la solitude aussi. La solitude qui est parfois très pesante parce que chez nous, on est entouré partout, il y a du monde partout, alors qu'ici, non. Je pense que les Français sont considérés comme des enfants gâtés par les Asiatiques, en Indonésie ou en Malaisie. On dit avoir le plus beau pays du monde. Lorsque eux viennent en France, ils constatent que nous faisons tous la tête, que nous râlons, que nous ne sommes jamais contents. Qu'il y a des grèves, qu'ils subissent aussi les conséquences, ne serait-ce qu'au niveau des avions. Donc ils ne comprennent pas que des gens qui vivent dans le plus beau pays du monde ne soient pas les gens les plus heureux du monde. La deuxième chose, nous sommes des enfants gâtés parce que nous vivons à la mode occidentale, avec tout un tas de choses et d'avantages, et ils ne comprennent pas qu'eux ne puissent pas aller dans la même direction. Et ils ne comprennent pas notre discours vis-à-vis de l'écologie, vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de l'évolution économique qu'ils veulent prendre, qui est en fait la copie de ce que nous avons, et que nous venions, sous une forme ou sous une autre, syndicats, ONG et autres, leur expliquer qu'il ne faut pas prendre cette direction-là. Donc ça, c'est quelque chose où, indirectement, ils pensent que nous leur demandons de rester devant la vitrine de la pâtisserie, alors que nous sommes en train de manger les gâteaux dans la pâtisserie. En tant que blanc, vous êtes très bien accueillis chez les Indonésiens. Voilà. Donc, automatiquement, parce que c'est quelqu'un de loin et vous êtes, je sais pas, rencontrer un blanc et même savoir parler, savoir communiquer avec, chez nous, c'est extraordinaire. En plusieurs années en Indonésie, je n'ai jamais vécu la moindre situation qui me faisait penser que quelque chose se passait mal parce que j'étais occidental. Pas du tout. Au contraire, on va facilement vers vous. Tous les rapports sont empreints d'affectif. On garde le contact très longtemps avec les gens. Le pendant de ça, c'est que c'est parfois un petit peu superficiel. Tout Indonésien qui se respecte a un carnet d'adresses avec des centaines ou des milliers de contacts et d'adresses et de cartes de visite. Et on a parfois l'impression quand même d'un certain papillonnement. Les rapports sont assez simples. On se serre la main. On peut se toucher, c'est-à-dire très facilement entre hommes, on se touche l'épaule, on se donne l'accolade. Donc on voit fréquemment des hommes indonésiens marcher main dans la rue, des messieurs en costard-cravate, il n'y a pas de problème. Donc c'est, si vous voulez, la distance lorsqu'on dialogue avec quelqu'un est assez courte, on est assez proche, on se touche, on se palpe, etc. Mais pas entre gens de sexes différents, ce serait assez mal vu. En général, on serre la main des dames à l'occidental. Il est très rare que des femmes rechignent à serrer la main. Ce serait un signe extérieur de piété musulmane qui est quand même très rare. Bon, je veux dire, le risque de conflit viendra lorsqu'il y a une volonté de ne pas comprendre le pays dans lequel on est. Vous avez l'impression que les Indonésiens vous accueillent à bras ouverts et considèrent que vous avez la science infuse, vous êtes occidental, donc vous êtes compétent, vous en savez plus que nous et vous allez nous apporter énormément. Alors cette griserie est un petit peu dangereuse parce que les gens vous attendent quand même sur les résultats. Vous êtes payé 15 fois ou 20 fois plus qu'un ingénieur indonésien, on attend quand même de vous que vous apportiez des choses vraiment originales. On prend notre temps parce qu'on n'aime pas d'être bousculé.
C'est vrai, comment dire, le regard des Occidentaux envers nous, c'est que, mais pourquoi? Mais ils sont feignants, ils n'ont pas envie d'aller travailler. Ben, c'est parce que, il y a historiquement aussi, on était colonisés pendant 300 ans. Nous n'avons pas l'esprit critique. C'était bon, c'était interdit. Maintenant, on a l'esprit critique, ben, donnez le temps de respirer, d'aller de l'avant. Qu'est-ce qui change? Ce sont bien sûr les jeunes générations qui font des études universitaires. Moi, j'avais un management très participatif, des réunions. Alors, les réunions sont très importantes parce qu'elles permettent à chacun de s'exprimer. Et ils savent qu'ils ont le droit de s'exprimer et qu'ils ne seront pas sanctionnés parce qu'ils auront dit une bêtise. Ils ont un côté un peu tropical, musulman. Les réunions, il faut que ça soit bien cadré. Il faut qu'il y ait un ordre du jour, il faut qu'il y ait un agenda, il faut tenir l'agenda. Il faut répéter. Quand vous avez affaire à des subalternes d'un niveau un petit peu plus bas, il faut leur dire qu'est-ce que j'ai dit là et qu'est-ce que vous avez compris que vous devez faire. Alors, ça paraît un petit peu difficile hein, pour nous, Français, si on dit ça à un cadre, il dit quoi, vous me prenez pour un imbécile? Pas vrai, c'est pas vrai. N'oubliez pas que d'abord il y a la langue, on s'exprime en anglais qui n'est pas notre langue naturelle et aussi, donc il peut y avoir des contresens et c'est très important. Ils participent à l'analyse du problème, à trouver la solution, mais si vous n'êtes pas là au moment T pour prendre la décision, il ne se passera rien. Et c'est ça, je crois, le grand secret, à mon avis, du management en Indonésie. Il faut que les gens s'expriment, mais n'oubliez jamais que c'est le patron qui doit décider. C'est un pays, il faut être patient, parce que les choses sont faites, tout est possible, mais avec du temps. Et être patient, c'est pas toujours facile quand on veut aller vite, mais la patience ne suffit pas d'être naïf. Il faut sentir le moment où on risque de devenir, de se faire piéger. Patient, mais pas naïf. Et puis, la troisième chose qui est importante, il faut savoir se tenir. Quand je dis savoir se tenir, ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut respecter les gens, le fait que c'est un pays musulman. Il faut respecter le fait que ce sont des gens qui sont pudiques. Il faut respecter les gens qui n'acceptent pas les grossièretés. Ne jamais s'énerver, ça ne sert à rien. Si vous êtes dans une administration et que les choses n'avancent pas, que vous n'avez pas le papier que vous attendez, il est absolument inutile et contre-productif de vous énerver. Si vous vous énervez, vous allez perdre encore plus de temps et on vous fera mariner parce qu'on vous a trouvé impoli. Les policiers ne réclament plus systématiquement de bakshish en cas de petite infraction. Mais la douane et l'immigration restent extrêmement avides de ça. Donc je pense qu'il ne faut pas... on sait que ça existe, la corruption, il n'y a pas de raison de l'encourager. Et donc je pense que lorsqu'il y a un petit problème, il vaut mieux peut-être passer un quart d'heure à dialoguer, à expliquer ce qui va, ce qui ne va pas, à parler de la pluie et du beau temps, et à la fin, finalement, le fonctionnaire va trouver que finalement vous êtes sympa et que vous n'êtes pas arrogant, et va vous mettre le cachet sur le papier que vous attendiez. Lorsqu'on est en Indonésie, je crois qu'il y a un risque dans la relation avec les Indonésiens qui est lié à l'histoire coloniale du pays. Et des deux côtés, du côté de l'indonésien et du côté de l'occidental. Du côté de l'occidental, pour deux raisons. C'est qu'on vient avec une forme de néocolonialisme, puisque ce sont des entreprises occidentales qui viennent s'installer, développer le pays, mais à base de capitaux et de technologies occidentales. Ça, c'est un premier aspect. Le second aspect, c'est qu'on remet nos pieds dans les chaussures de nos prédécesseurs. Le mode de vie et le mode de fonctionnement des Occidentaux, en position de dirigeants ou de cadres dirigeants, est peu ou prou identique, parce que les schémas se reproduisent, au mode de fonctionnement des anciens coloniaux. Le mode de vie également. On a des grandes maisons, on a beaucoup de personnel, et donc le risque, c'est au fil du temps de se mouler complètement dans cette logique de fonctionnement néocolonial ou colonial, et de se retrouver en situation de face à face avec les Indonésiens. Et du côté indonésien, on a la même relation et la même ambiguïté. Les Indonésiens nous considèrent comme apportant un savoir, apportant une technologie, apportant du travail, et en même temps, leur complexe d'infériorité vis-à-vis des Occidentaux va faire qu'ils vont se mettre en position subalterne. Le risque pour l'expatrié est de faire preuve d'autoritarisme et de retrouver les schémas de fonctionnement vis-à-vis des Indonésiens, mais le risque également est au retour. Ayant vécu une situation très décalée par rapport à la situation occidentale,
la grande maison, l'ensemble du personnel va, entre guillemets, disparaître au moment du retour en France. Ce sera difficile pour l'expatrié, mais ce sera également très difficile pour le conjoint et les enfants qui auront vécu une parenthèse sur une planète qui n'est pas du tout notre planète.